Après l'annonce de la hausse des tarifs de l'électricité, Fadel Barro de Y'en a marre et Amadou Gueye, président de l'UNIS, l'Union nationale des indépendants du Sénégal. Bonjour messieurs. Bonjour Babacar. Bonjour Babacar. Pendant que le collectif Nyolank manifestait vendredi pour la énième fois contre les factures d'électricité jugées salées et pour la libération de Guy Marius Sagna, la Cour des comptes remettait au chef de l'État ses rapports 2015, 2016 et 2017. Constat, rien de nouveau sous le soleil. Les rapports se succèdent et se ressemblent. La prévarication sur les deniers publics qui se poursuit. Fadel Barro. Oui, comme d'habitude, à chaque fois que les institutions qui vivent avec les moyens des Sénégalais, il ne faut jamais oublier de mentionner ça, font le travail à leur niveau, il n'y a pas d'espoir par la suite parce que quand ça tombe entre les mains des politiques. Ce n'est pas la première fois que la Cour des comptes incrimine des institutions, incrimine des gens qui sont dans le clan présidentiel. Et il n'y a pas que la Cour des comptes. Dernièrement, il y a eu aussi, on a vu l'OFNAC, on a vu l'IGE. Mais malheureusement, tout leur travail finit juste par être un instrument de dissuasion politique contre les opposants. Dans le cas de Khalifa Sall, nous avons vu ce qui s'est passé, ou de répression politique, ou dans d'autres cas, servent à garder son clientèle et qui ne les inquiète pas. C'est la culture de l'impunité qui continue malheureusement. Et s'il y a dans ce dossier... Et ça, une pratique non plus pas nouvelle. Hein. Ça, c'est la malchance que nous avons. On a l'impression d'avancer. On avance sur des choses, mais on fait aussi du statu quo parce que nous avons les mêmes offres, le même personnel politique qui, depuis l'indépendance, se succède et est interchangeable dans le même groupe. Ce qui fait que, c'est pour ça qu'on voit les cultures de transhumance, tout ça. Les gens bougent autour d'un même cercle et les habitudes ne changent pas. Ce qui est dommage dans cette affaire, c'est qu'encore une fois de plus, les rapports n'ont pas fini de révéler toute l'ampleur des scandales, parce qu'il y en a beaucoup, et qu'aussi les populations n'attendent pas grand-chose, parce que nous avons une justice presque aux ordres, qui ne s'autosaisissent jamais, ou qui ne se saisissent que pour blanchir, comme dans le cas de l'affaire du pétrole et du gaz. Vous avez vu que tout ce qu'ils ont fait finalement, c'est pour presque organiser le blanchiment du petit frère. Dans d'autres cas, la justice ne fait rien. Regarde le cas du coude. On attend que la justice s'autosaisisse pour éclairer l'opinion sur la gestion. Mais il ne se passe rien. Mais et si c'est un opposant politique, eh bien, on fait tout pour le mettre en prison. Fadel Barro. Amadou Gueye. Oui, en fait, je pense qu'il faudrait juste, pour mettre cette question de passivité des pouvoirs publics par rapport à tous ces rapports, peut-être mettre en perspective le fait que les citoyens sénégalais doivent de plus en plus prendre leurs responsabilités. Parce que s'il faut attendre des pouvoirs publics, des autorités, d'agir contre les prévaricateurs et que ces autorités ne sont pas, pour la plupart, comme vous l'avez dit, quel que soit le régime, ne sont pas prêtes à le faire, c'est aux citoyens sénégalais de développer des moyens de contestation légale, comme le fait justement le collectif Nyolank, pour défendre ses intérêts. Et il faut noter que dans un de ces rapports d'ailleurs, il y a tout un chapitre qui traite des détournements qui ont été commis ou des irrégularités au niveau de l'Azer, qui incriminait une des sociétés qui aujourd'hui se retrouve aussi filiale de Sénélec. Donc c'est juste dire qu'effectivement ce n'est pas une question nouvelle. Et donc voilà, nous pensons que de plus en plus les Sénégalais doivent se mobiliser, se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts, comme en tout cas nous essayons de le faire dans ce collectif. Sur cette question, justement, sur ce point de l'Azer, on nous a vendu pour augmenter les prix de l'électricité. L'État nous a fait croire qu'il voulait investir davantage au niveau du milieu rural. Il y a deux choses à retenir. Sans jamais faire le bilan ou faire les comptes ou l'audit de l'Azer, depuis qu'on nous parle de l'Azer, combien de milliards ont été injectés sans que le monde rural ne soit pas véritablement éclairé, ou même s'il est éclairé dans certains coins, avec leur système de lac-fay, lac-ul-fay, les villageois ne veulent plus de cette électricité. Nous avons été interpellés dans le cadre de Norland. Ça coûte plus cher que dans les centres urbains. Ça coûte plus cher. Aller vers Nguit, des citoyens se sont organisés pour dire que nous ne voulons plus de votre électricité, ramenez-le. Si vous ne pouvez pas le traiter comme vous traitez les Dakarois, à savoir avoir du Woyofal, ne nous imposez pas le système de lac-fay, lac-ul-fay. Donc juste pour dire que voilà, on avance, on fait du pilotage à vue, on fait croire aux Sénégalais qu'on travaille véritablement pour eux alors qu'il n'en est rien. Sur ce dossier d'électricité, on cherche à nous diviser, à séparer, à diviser les mondes rural et le monde urbain, alors que ce n'est que des prétextes fallacieux, politico-politiciens, d'ailleurs dangereux pour notre unité nationale.
Notre invité devant le grand jury ce dimanche, le collectif Nyolank, représenté par Fadel Barro et Amadou Gueye. Pour revenir sur ce sujet de détournement de deniers publics, de corruption, est-ce que ces trois rapports remis par la Cour des comptes au chef de l'État, c'est à mettre aussi en rapport avec ce que Transparency International a publié cette semaine sur l'indice de perception de la corruption, dans lequel le Sénégal reste sous-classé avec une note de 45 sur 100, Amadou Gueye? Oui, je pense que c'est des rapports en fait dont les résultats ne surprennent pas du tout les Sénégalais. Effectivement, c'est un instrument beaucoup plus qui est utilisé que qui est utilisé par l'État pour communiquer sur l'état de sa gouvernance. Mais les Sénégalais, en tout cas, ne sont jamais surpris, disons, du déclassement constant du Sénégal sur l'indice de corruption. Encore une fois, il y a aujourd'hui ce sentiment, en fait, de lassitude, d'impunité que les Sénégalais perçoivent. Ces trois rapports qui, d'ailleurs, il faut le noter, ne devaient pas être rangés dans les tiroirs. Il faudrait qu'ils soient publiés chaque année. Donc c'était une anomalie. Les Sénégalais n'ont pas eu besoin de ces rapports, ou encore moins du rapport de Transparency, pour constater en fait une corruption active que l'on retrouve non seulement dans les services publics, mais qu'ils subissent aujourd'hui dans le cas de la Sénélec. Parce que parmi les causes de la hausse de l'électricité, il faut se rendre compte qu'il y a des surcoûts injustifié du fait que la Sénélec est aussi un dispositif d'enrichissement indu, une vache à lait de l'État, et que sur cette base, il y a des surcoûts qui sont refilés à la Sénélec et supportés par les Sénégalais. C'est l'une des causes de cette hausse de l'électricité, encore une fois, qui est injustifiée. On a souvent aussi parlé de l'entretien du personnel de Sénélec. Pourquoi le système, il est comme cela, et depuis toujours, Fadel Barro? Mais parce que nous ne nous sommes jamais arrêtés à regarder où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce que nous sommes devenus, où est-ce qu'on veut aller, avec quel pilier, quelle institution, avec quelle société. Les tentatives qu'il y a eu à travers, par exemple, je donne l'exemple des assises nationales, ont été noyées, tuées par ses propres acteurs qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ensuite, là, on appelle encore à un dialogue pour essayer de changer les choses. Alors que nous avons oublié qu'en début de cette seconde alternance, Macky Sall a allé chercher Abdou Mokhtar Mbow pour lui demander de faire une enquête, un rapport. Tout le travail de la... Comment ça s'appelle encore? La commission. De la commission a été... Sur la réforme des institutions. Exactement. Comité de la qui a coûté de l'argent. Qui a coûté beaucoup d'argent. Complètement oublié. Un manque de respect pour le doyen Amadou Mokhtar Mbow, qui avait pourtant fait les assises. On lui a demandé de refaire le travail et aujourd'hui on l'a rangé aux oubliettes. On nous parle encore de dialogue national. Pourquoi on en est là? Moi je dis simplement que d'ailleurs on n'a pas besoin de rapport de transparence pour se rendre compte du niveau de corruption qui est palpable, visible au Sénégal et à tous les niveaux. Il faut une introspection parce qu'aussi il y a une responsabilité citoyenne. Et c'est en cela que je suis d'accord avec Amadou quand il dit que il faut, à défaut d'avoir des politiques qui sont à la hauteur des enjeux, il faut que les populations s'autosaisissent et les populations, les initiatives qu'il y a eu et qu'il y a encore au niveau citoyen, il faut qu'on le multiplie, il faut que les gens prennent les responsabilités parce que sinon, voilà, on ne peut plus compter sur eux. Vous voulez ajouter quelque chose, Amadou Gueye? Dans le cas de la Sénélec, peut-être à défaut d'embrayer, pour ne pas embrayer peut-être trop rapidement sur le sujet. Voilà, c'est-à-dire que là, il faut quand même constater que l'ASER, je disais tout à l'heure que l'ASER, qui est une composante importante de la politique d'électrification rurale, vous vous souvenez, il y a eu le cas Modibo Diop, qui a été audité, mis en prison. Donc voilà, on avait un indicateur important pour faire les modifications. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, ce grand projet de financement de 75 milliards injustifié à un acteur local, Mina Distribution, qui en a profité et qui a été dénoncé par la Banque mondiale et qui a fait en tout cas tout un scandale. Encore une fois, on est dans la corruption, mais aussi on est dans des coûts, des surcoûts qui sont supportés par les Sénégalais. C'est-à-dire que ceux qui prévariquent sur les ressources nationales, en fait, ne payent pas. L'État ne supporte pas le coût de leurs actions. Ce sont les citoyens qui, en dernier lieu, se mettent à devoir payer pour ces charges qui ne sont pas justifiées. Comment évaluer alors la gouvernance Macky Sall comparée au régime déjà passé?
Je pense qu'il est clair qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs s'entendent pour mesurer la gouvernance de Macky Sall, pas seulement par rapport à un régime précédent, mais par rapport aux attentes que la plupart des Sénégalais avaient. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une déception énorme, parce que voilà, avec Abdoulaye Wade, on avait fait un choix, on s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs, nous pensions que nous avions appris, notamment avec les assises nationales, et avec Macky Sall, il y avait un réel espoir de transformer, ou en tout cas à défaut d'améliorer un peu l'état de la gouvernance. Mais aujourd'hui, le mot pire n'est pas exagéré pour caractériser son régime, et je dois dire que c'est une vraie déception pour la plupart des Sénégalais. Macky Sall et son gouvernement qui ont pourtant obtenu de bonnes notes dans la dernière évaluation du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui est un dispositif de contrôle réciproque entre pays membres de l'Union africaine visant à favoriser la bonne gouvernance en Afrique, Fadel Barro. Moi, je ne sais pas les critères qui définissent de telles notes. Parce qu'on se rend compte que même Mobutu avait de bonnes notes. Dans les pays où la gestion est plus chaotique et misérable, on voit quand même qu'il y a de bonnes notes. Parce que souvent, ces institutions-là se soucient peu du bien-être et de l'épanouissement des populations. Ils sont tellement déconnectés de ce que vivent les populations qui sont sur le terrain que souvent, c'est au niveau macro, ils regardent quelques-uns, comment on s'endette, etc., etc. Par contre, la note que je perçois, c'est qu'aujourd'hui, Macky Sall, qui a été une promesse en 2012. Les Sénégalais, après avoir voté en 2000 l'alternance, qui ont vu le rêve bleu devenir petit à petit tellement sombre, qu'ils sont désillusionnés en 2011 et 2012, quand Abdoulaye Wade a voulu un troisième mandat, qu'ils se sont insurgés devant l'Assemblée nationale le 23 juin. Et toutes les luttes qui s'en sont suivies, tous les morts. Macky Sall est issu de ce combat-là. Et les gens ont espéré qu'il allait s'inscrire dans les ruptures requises pour que ces pays-là aille véritablement de l'avant. Je ne parle pas en mettant du béton partout comme ils le font à Diamniadio, mais que les Sénégalais dans leur épanouissement personnel se rendent compte que par exemple l'huile est moins chère, il fait mieux de vivre au Sénégal. Moi, quelle est la note de ces Sénégalais-là? Aujourd'hui, on a vu que s'ils ont saupoudré juste avant la campagne pour justement à des fins électoralistes, ils se sont tellement endettés dans des dépenses tellement spectaculaires de prestige, juste pour dire que nous sommes en train de faire, sans s'attaquer véritablement sur des choses structurelles. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, tout flambe. Nous, on s'insurge contre l'électricité la hausse de l'électricité dans le cadre de nos langues, mais aujourd'hui, il y a d'autres produits sur le marché qui connaissent une inflation. Tous les produits vont flamber. Et c'est dû à quoi? À de mauvais choix. Et c'est souvent le fruit pour nourrir une clientèle politique. Qu'est-ce qui l'empêchait dans des moments pareils de prendre des décisions aussi symboliques que de dissoudre le Haut Conseil des collectivités territoriales, qui est clairement un instrument pour caser des alliés politiques. À tel point que vous avez vu comment les choses se sont passées avec la mort de Ousmane Tanor Dieng. On le remplace avec un membre du Parti Socialiste. Le ministère occupé par Aminata Mbengue Ndiaye, on met encore un ministre. C'est-à-dire qu'il y a un tong-tong national flagrant dont il ne se cache pas. Quand je passe toujours devant le siège actuellement de l'APR, qui appartient à tous les Sénégalais, parce que c'est l'espace. Je ne me suis jamais suffisamment indigné de cette affaire. Je me demande comment les Sénégalais l'ont accepté. Comment ils ont pris cet espace qui appartient à Dakar Demdik. Vendu par Dakar Demdik. Oui, mais vendu, mais dont le directeur général est allié du président. Allié du président. Ça a été dénoncé à l'époque, mais... C'est ça qui est indécent. Et ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Regardez le Conseil, j'ai pas dit au Conseil, le Conseil social, environnemental, écologique. C'est pareil. Donc voilà, on est dans un système où on est là, la politique est devenue ou devient un instrument d'enrichissement pour soi et ses coalisés au détriment du peuple, au détriment des populations qui continuent de trinquer, à qui on jette des sucettes par élection. Ou voilà, si vous allez à l'intérieur du pays, mais si vous regardez le niveau de déliquescence de l'État, parce que tout ça finit par affaiblir l'État. Ça affaiblit l'État. Si on voit l'insécurité grandissante... Alors, Fadel Barro, je me tourne vers Amadou Gueye pour ça. Ça, ce sont peut-être des sujets que votre plateforme Nolank devrait prendre en charge, non En réalité, c'est vrai qu'on est rentré un peu par effraction et peut-être par opportunité sur l'électricité, mais il reste évident que d'abord l'électricité c'est un intrant de base qui va toucher
en fait tous les produits, disons produits à partir donc de l'électricité qui vont être impactés. Mais nous disions d'ailleurs que ce n'est pas juste l'électricité. Il y a le prix du gasoil qui a été augmenté. Et c'est vrai que quand on l'a fait, beaucoup d'entre nous, aussi, on pensait que c'était juste l'affaire des automobilistes et des transporteurs. Or, tous les produits ont une charge en termes de transport. Donc, en augmentant le prix du gasoil, on touche aussi le prix de tous les produits. On l'a fait quand on a aussi, parce que les industries... oui, ils sont concernés. Les boulangers menacent de revoir à la hausse les prix. Quand on a augmenté aussi quand on a fait le resserrement du contrôle douanier, beaucoup d'entre nous ont pensé qu'il s'agissait que d'une action qui concerne les importateurs. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui en face d'un État qui a des difficultés financières sérieuses. Il faut le reconnaître. L'État a des difficultés financières sérieuses. Et qui, parce qu'il a passé cette année à expliquer aux Sénégalais qu'il est dans une courbe de croissance, malheureusement, qui se trouve aujourd'hui en mauvaise posture pour expliquer, pour justifier ces difficultés. Et comme il ne peut pas expliquer ces difficultés, et comme l'État n'a pas un plan clair de sortie de crise, on y va sur une taxation et une augmentation des tarifs tout azimut. Donc, c'est pas juste l'électricité qui est concernée. C'est le prix du gasoil, c'est les taxes qu'on fait sur les commerçants. Vous avez vu les taxes qu'on a introduites sur les charges à l'essieu qui touchent les transporteurs de conteneurs. Vous avez vu les taxes qu'on a mis pour les transporteurs de marchandises au niveau même du port. Toutes ces taxes, on est dans un plan d'ajustement structurel sans le nommer. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les États, dans une approche de communication, ne disent plus qu'ils sont en train d'appliquer un plan d'ajustement structurel parce que c'est une expression codée qui veut dire que vous avez des difficultés financières. Or, c'est le cas. On parlait tout à l'heure du MAEP, les mécanismes d'évaluation, mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le président de la République a présidé jeudi le lancement de ce rapport du MAEP, en contre-cours de laquelle il a effleuré l'affaire Guy Marius Sagna, votre camarade de Nolank, Fadel Barro et Amadou Gueye, votre camarade Guy Marius Sagna, placé en détention depuis plus de 2 mois maintenant. Le chef d'État a estimé, Macky Sall a estimé que la tentative de manifestation devant le palais présidentiel qui a valu à Guy Marius Sagna et à ses autres co-détenus qui ont été libérés, que cette manifestation n'était pas pacifiste. C'est pour lui, Fadel Barro, une façon de justifier les suites judiciaires de cette affaire. Je pense que avant lui, d'autres ont dit que le palais présidentiel est en domaine militaire, donc Guy Marius Sagna et les autres avaient tort d'y tenter une manifestation. Quand les jeunes de l'APR ont escaladé les grilles du palais pour manifester, s'ils avaient été traités de la même manière, on n'aurait pas crié au scandale. Il y a des jeunes de l'APR qui ont fait la prison pour avoir justement... Ils n'ont pas fait 63 jours de prison et détenus dans une cellule pour terroristes. La réalité sur l'affaire Guy Marius Sagna, c'est qu'ils l'ont toujours cherché. Ils ont cherché par des prétextes fallacieux qui n'ont pas tenu. Après, ils ont saisi l'occasion en disant qu'il est venu devant le palais, ils ont voulu en faire un crime. La démocratie que le Sénégal se targue d'être une grande démocratie, si c'est vrai. 15 personnes, moins de 15 personnes, qui marchent sans armes, ni rien, ils n'ont même pas de pancarte, arrivés devant les grilles du palais, auraient pu soit être introduits et reçus par le président de la République du moment où ils l'ont mis dans la presse et qu'ils l'ont fait entrer dans le palais, il faut le rappeler, soit une affaire traitée en flagrant délit et qu'on passe à autre chose. La réalité, c'est qu'il y a de l'acharnement sur la personne de Guy Marius Sagna. La réalité, c'est que les combats que porte Guy Marius Sagna, au-delà des questions sociales qui nous lient d'ailleurs sur nos langues et autres, gênent. Il faut lier tout ça à un contexte où le président Macron a dit qu'il ne veut plus entendre de sentiments anti-français et peut-être que France dégage gêne le président Macky Sall et que c'est une injonction de la France parce qu'on ne comprend pas cet acharnement-là. Il ne peut pas l'expliquer parce que lui-même, Macky Sall, quand il était dans l'opposition, il a une fois dit qu'il fallait aller sortir Wade de prison, on va marcher jusqu'au palais, etc., etc. Lui-même l'a dit. Ce n'est pas parce qu'il l'a dit, mais c'est parce que il est dans son droit. L'arrêté Ousmane Ngom est devenu forclos par un arrêt de la Cour suprême, les gens l'oublient, et Macky Sall lui-même devrait tenir compte de cela. Ensuite, quelqu'un qui arrive sans armes, rien, juste dire le slogan c'est non langue,
être retenu pour tout cela, je pense que c'est exagéré et que ça ne fait pas une bonne image de notre pays. Pour terminer, il faut que le Macky Sall se ressaisisse, parce que le président Macky Sall, parce que j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Vous savez, ceux qui lui disent que l'État... Vous estimez qu'il néglige la clameur populaire Il le néglige clairement. Au début, il a démontré des velléités d'écoute quand il a dit que l'électricité sera diminuée au premier semestre. Ensuite, il a écouté certainement son ami Souleymane Ndiaye qui a dit que non, un État ne doit pas reculer, qu'il faut mater. Je lui rappelle que ce sont ces mêmes gens-là, en 2011 et 2012, quand ils prenaient son maire Gadou pour venir aux manifestations de Y'en a marre et du M23, quand ils marchaient avec nous, quand Tchak a été arrêté, je me rappelle encore de cette image où il est venu avec Moussa Fagnès nous retrouver devant les directions des affaires générales du tribunal pour manifester avec nous pour la libération de Tchak. Ce Macky Sall-là, à ce moment même, c'est Souleymane Ndiaye qui était avec Abdoulaye Wade pour lui dire ce n'est qu'une brise qui passe et que cette brise-là emportait. S'il n'écoute pas cette clameur, regarde ce qui s'est passé avant-hier lors de la manifestation de non-langue avec les étudiants. Mais les gens qui sont venus, ils n'ont pas été transportés. Et de plus en plus, cette foule grossit. Pourquoi? Parce qu'il y a des hausses tout azimut. Les Sénégalais n'acceptent pas cet emprisonnement de Guy Marius Sagna. Lui-même, quand Macky Sall, Abdoulaye Wade a voulu le mettre en prison et qu'il avait été convoqué au commissariat central parce qu'il venait de créer son parti, Wade voulait lui coller un motif de blanchiment d'argent. C'est tout le peuple qui l'a accompagné jusqu'au commissariat. Ces Sénégalais-là qui n'aiment pas l'injustice, qui l'ont soutenu quand il était exclu de l'Assemblée nationale parce qu'il a osé convoquer le fils d'Abdoulaye Wade. Ces Sénégalais qui n'aiment pas cette injustice-là sont encore là et ils le regardent. Il voit comment il traite Guy Marius Sagna. Et qu'il est en train de minimiser quelque chose, mais un jour, et ça va continuer, parce qu'il doit comprendre, et je pense qu'il peut le comprendre, que les jeunes avec qui il a affaire ne lâchent pas l'affaire, on ne lâchera rien jusqu'à ce que, et vous voyez, chaque jour, ça grossit, et jusqu'à ce qu'un jour, quand ce arrivera à un niveau où il ne peut plus reculer, il tirera les leçons tout seul. Oui, d'abord, compléter une chose sur le MAEP. Quant à la bonne note du Sénégal, il faut quand même se rendre compte que le gouvernement du Sénégal donne de fausses informations aussi au MAEP. Par exemple, quand l'État, souvent ils le disent, que la société civile est présente dans le COS Pétrogaz, c'est absolument faux. C'est prévu dans les textes, mais jusque-là... C'est pas encore acté, mais ce n'est pas encore prévu, acté. Hein. Et pourtant, ils sont en train de prendre des lois, ils sont en train de prendre des décrets d'application, ils sont en train de signer des contrats. C'est un petit problème de mise en œuvre. Non, je pense que c'est une démarche bien organisée qui consiste à prétendre que la société civile est là pour faire croire qu'il y a une caution. Or, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de mettre les Sénégalais devant le fait accompli. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais les choix qui sont en train d'être faits aujourd'hui sur le gaz et du pétrole, ça ressemble en tout cas un peu à ce qui est en train de se faire sur l'électricité. C'est-à-dire que de l'extérieur, les choses semblent tout en ordre, mais quand on y arrivera, on se rendra compte que les Sénégalais ne gagneront pas grand-chose, ils seront devant le fait accompli, parce que c'est ce qui a été fait sur l'électricité, avec le plan ISL, l'argent a été financé, exécuté, on a dit c'était réussi, et pourtant au bout, l'objectif n'a pas été atteint. Qu'est-ce qui se passe? On a augmenté les frais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'argent n'a pas été investi? Si. Est-ce que le plan a été déclaré réussi? Oui. Est-ce que la Sénélec a déclaré des bénéfices entre 2016 et 2017 de plus de 30 milliards? Oui. Donc, normalement, toutes les ressources ont été dépensées. Le satisfacit attendu a été obtenu. Pourquoi il n'y a pas eu de baisse? Je dis cela tout simplement pour qu'on évite ce même scénario avec le pétrole. Parce que les mêmes hommes qui ont la Troïka, qui a piloté le secteur de l'électricité entre 2016 et 2020, c'est cette même Troïka qui aujourd'hui est en train de prendre des décisions sur le pétrole. Et il faut que les Sénégalais soient avertis pour qu'on ne se réveille pas ensuite pour être surpris que finalement les choix qu'on a faits n'ont pas été les bons choix. Maintenant, je voulais sur Guy Marius Sagna. D'abord, moi, je suis gêné que mon président de la République soit un ignorant de la loi. Ça, je ne le tolère pas. Je ne tolère pas que le président de la République ignore les droits, les arrêts de la Cour suprême et la loi qui organise les réunions publiques. C'est inacceptable. Je peux comprendre que le préfet veuille s'opposer à une décision, mais le président de la République est doté de conseillers qui peuvent l'informer si effectivement un citoyen a le droit de faire une marche à la place de l'indépendance. Fadel vous l'a dit tout à l'heure, l'arrêté Ousmane Ngom est désuet. Il est toujours dans l'arsenal administratif, mais il est désuet.
Et encore une fois, vous vous souvenez que le 31 décembre, c'est le président de la République sur son fauteuil devant vous, Babacar, qui disait que nulle part, dans aucun pays, on ne peut faire une marche. Mais c'est absolument faux. Et je lui demande, mais pour l'amour de la Constitution et le respect de ce pays, de s'en référer à Ismaïla Madior Fall, de s'en référer à la Cour suprême. Ces messieurs sont là et peuvent l'informer qu'un citoyen a le droit d'aller faire une marche où il veut. Et que le préfet ne peut interdire une marche que s'il n'a pas assez de force pour encadrer une marche. Il ne suffit pas de dire qu'il va au palais, c'est insuffisant. Et donc, moi, je trouve ça gênant qu'un président de la République prône des dispositions qui sont contraires à la Constitution et à la loi. Le collectif Nolank, l'invité du grand jury, comment va-t-il, Guy Marius Sagna, Fadel Barro? Guy, il y a eu des restrictions parce qu'on ne donne pas d'autorisation à ceux qui veulent le voir. Jusque-là, il y a beaucoup de restrictions. Mais Guy Marius Sagna, pour ceux qui le connaissent, est un roc. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Ils cherchent à le faire plier chez nous. Mais Guy ne pliera pas. Il a un moral d'acier. Vous avez vu dernièrement, il a même sorti, il a réussi à faire entendre sa voix pour demander aux jeunesses sénégalaises de rester éveillées et de tenir bon. Guy n'est pas quelqu'un qui lâche prise. Il s'était lui-même assez formé. Il s'était assez préparé pour vivre pire que ça. Parce que vous savez, Guy fait partie d'une génération de jeunes indignés qui croient très fortement à la cause panafricaine et s'acharnent contre l'impérialisme à tout prix, qui est un des problèmes de notre société. Guy croit à un Sénégal indépendant. Mais quand je dis indépendant, c'est indépendant avec majuscule, à tout point de vue, autonome, mais avec des Sénégalais épanouis qui conduisent eux-mêmes leur destin. Et cet idéal-là est plus fort que tous ces petits acharnements-là que ces petits hommes font contre sa personne. Ils ne peuvent pas l'atteindre. J'ai l'habitude de dire d'ailleurs que les activistes et cette répression-là, c'est comme de l'or et le feu. Plus ils mettent le feu sur nous, plus ça nous fait briller. Ils ne peuvent que rendre audible davantage le combat de Guy Marius Sagna. Et ça, Guy l'a tellement bien compris qu'il est prêt à faire tous les sacrifices. C'est vrai qu'il a une famille et c'est dur pour sa famille. C'est vrai qu'il a des enfants et c'est dur pour ses enfants. C'est vrai pour ses amis, c'est très dur. Mais je dois vous dire que Guy, en tant que lui où il est, malgré tout ça, il a fait le choix et il est prêt à faire le sacrifice. Ça, il faut que les gens le comprennent. S'il cherche à l'atteindre, Guy peut sortir demain et le lendemain, il retourne au combat. Il n'a pas ce problème-là. C'est parce que ce n'est pas ça qui le retient. Donc, ça ne sert à rien de le garder en prison. Cette injustice qui s'abat sur lui, vous avez vu toutes les restrictions qu'il y a eu. Je vous ai parlé de aussi, on ne lui donne pas l'autorisation d'utiliser le téléphone comme tous les autres. Ouais. Ils l'ont mis dans une cellule pour terroristes, avec des terroristes. Voilà. Alors que c'est un simple citoyen qui n'a jamais, sur tout son parcours, c'est un non-violent. Les gens oublient que pendant le M23, Guy était encore en Tamba, à Tambacounda. Il s'est battu à côté du M23. Il a été agressé par des gens du pouvoir d'alors. Et que Guy, ça n'a pas diminué d'un iota son combat. Il est resté persévérant et il continue de lutter. Il est là dans l'espace depuis longtemps. Il a toujours prôné la non-violence. Maintenant qu'on s'abat sur lui, la violence n'entache en rien son combat et au contraire, ça ne le rend que beaucoup plus lisible et visible. Absolument. Je dois en profiter aujourd'hui pour peut-être le saluer, peut-être qu'il nous écoute, et saluer son courage, sa détermination. Personnellement, j'étais pas à la première marche qu'ils avaient appelé à tenir à la place de l'Indépendance, mais quand je l'ai vu devant les grilles, personnellement, il m'a inspiré. Donc, il faut que les gens, le pouvoir qui est en place, comprennent que Guy Marius Sagna, au-delà de sa personne, est devenu une inspiration à la lutte et à la détermination pour tous les citoyens. Et de ce point de vue, je suis d'accord avec vous, Fadel. Voilà, s'ils pensent qu'ils peuvent le briser, je pense que c'est quelqu'un qui est déjà préparé et ils ne parviennent non seulement pas à le briser, mais au contraire, il est devenu aujourd'hui le symbole d'une contestation citoyenne, non partisane et juste. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, je pense, pour faire avancer le Sénégal, c'est justement la constitution d'un front pour la défense des conditions de vie des Sénégalais. Il ne s'agit pas juste de l'électricité. C'est le pouvoir d'achat des Sénégalais qui est agressé. Et chaque Sénégalais peut-être ne peut pas venir à la marche. Donc bravo à ceux qui viennent. Mais chaque Sénégalais qui vient, qu'on sache qu'il y a peut-être 1000 Sénégalais qui pensent comme lui. Et c'est ce front, c'est uniquement ce front mobilisé qui peut s'opposer au président de la République. C'est pas le dialogue politique, c'est pas forcément les visites auprès des chefs religieux. C'est une jeunesse déterminée
déterminé, qui est prêt à faire face au président de la République, qui va faire qu'il va changer de trajectoire. Je prends l'exemple de Macron, qui, quand il est venu avec des positions assez radicales, ce sont les Français, les gilets, je pense, les gilets jaunes qui l'ont fait reculer. Parce que c'est ça aussi le rapport de force politique. Il faut qu'il y ait une opposition, une force devant vous pour vous faire reculer. Et pour moi, je pense que le président de la République aujourd'hui minimise Nyolank, ou en tout cas fait attention, donne l'impression qu'il ne s'en préoccupe pas. Et je pense qu'il aurait tort de le faire parce que nous ne lâcherons pas. Il s'en préoccupe. Je voudrais juste dire deux choses sur cette affaire encore. C'est que je pense qu'il a peur, ou ses partisans ont peur. Ils ont peur que Guy Marius Sagna soit l'exemple que les gens aillent au palais. Mais plus ils le gardent en prison, plus il détermine les jeunes à aller jusqu'au palais. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez parlé de dialogue politique. L'affaire Guy Marius Sagna n'est plus une affaire de Guy Marius Sagna. C'est une question de démocratie et de liberté. On ne peut pas, dans un pays, arrêter des gens pour la même cause, sur les mêmes lieux et pour les mêmes faits. Libérer tout le monde et en garder un. Ça devient une question de démocratie. Et à ce titre, j'appelle l'opposition, surtout qui est au dialogue, à la suite d'ailleurs de Moussa Tine, de dire que ils ne peuvent pas continuer à rester dans cette table du dialogue. Mais j'en appelle d'ailleurs à la responsabilité de Famara Ibrahima Sagna pour tout son parcours et tout ce qu'il dit être et faire pour le Sénégal. Ils ne peuvent pas continuer à dialoguer. Ils ne peuvent pas continuer à faire comme si de rien n'était, alors qu'il y a un étranglement de notre démocratie quelque part par la personne de Guy Marius Sagna. Ça gêne. Ça ne passe pas. On ne peut pas, de manière aussi flagrante, ignorer les principes élémentaires de la démocratie et des libertés et continuer de faire semblant et dire qu'on veut apaiser. Ils ne peuvent pas continuer à dialoguer sans poser au moins la libération de Guy Marius Sagna. Parce que, c'est pour moi, ils ne peuvent pas dire qu'ils se battent pour la démocratie sénégalaise et les libertés et qu'ils veulent améliorer nos institutions et regarder au même moment l'instrumentalisation de l'institution judiciaire pour garder un citoyen en prison alors qu'il n'a rien fait et de manière aussi flagrante. Pour moi, c'est une aberration. Absolument. Les dissensions au sein de Nyolank, un sujet que vous semblez éviter, vous, animateur du collectif. Divergence sur les approches. Nos auditeurs qui ont réagi à cette émission sur la page Facebook d'RFM vous ont beaucoup critiqué, Fadel Barro, surtout votre rencontre, la fameuse rencontre de Nyolank avec Abdoulaye Wade, une photo de vous à côté de l'ancien président de la République. Vous avez réussi à faire adhérer Wade à votre nouveau combat après l'avoir farouchement combattu lorsqu'il était président de la République. C'est une image qui ne passe pas auprès de certains. Oui, mais je comprends, honnêtement, l'incompréhension de certains. Tout le monde qui pense que je fais les choses pour moi-même et pour ma personne et qui se focalise sur la personne de Fadel Barro, je comprends qu'ils aient ces problèmes-là. Mais s'ils tiennent compte, de que Fadel n'a jamais mené un combat contre des personnes ou pour des personnes, il mène des combats de principe. Deuxièmement, ce n'est pas la personne de Fadel Barro de Y'en a marre qui est allée voir Abdoulaye Wade, c'est Nyolank qui a mandaté Fadel Barro d'aller voir Abdoulaye Wade. Et je ne peux pas dire que c'est pas parce que nous, hier, on n'était pas d'accord qu'il ne faut pas y aller. On ne construit pas l'avenir d'un peuple avec les rancœurs du passé. Je ne suis pas sur ces rancœurs-là. Donc j'ai été mandaté, je suis allé rencontrer Abdoulaye Wade, comme on a rencontré Ousmane Sonko, comme on a rencontré Khalifa Sall, comme on a rencontré le G20, le CRD, le G7, les syndicats, les boulangers, les personnes âgées. Et demain, nous rencontrerons le clergé. Nous irons aussi au niveau de Touba, à Médina, à Tivaouane, partout. Tant que si Nyolank me demande d'aller le faire, j'irai le faire, parce que ce n'est pas ma personne qui est importante. Maintenant, le reste, je peux comprendre l'indignation de certains, que je comprends, et je leur concède cela, mais qu'ils comprennent juste que j'appartiens à un groupe qui parfois me détermine où est-ce que je peux aller. Et en définitive, Babacar, on ne sanctionne pas une personne deux fois. Nous avons combattu, non pas Abdoulaye Wade, mais son troisième mandat. La personne, pas la personne. Nous avons combattu Abdoulaye Wade qui voulait un troisième mandat. Nous nous sommes battus contre lui sur des principes et des règles et très clairs. Qu'il a été sanctionné et battu en 2012. Est-ce que je vais continuer à m'acharner à dire que non? Pendant les élections de 2019, c'est moi qui ai dit, c'est vrai que les gens reviennent beaucoup sur ça en disant que oui, Wade est une personne du passé, il fallait le conjuguer et qu'il faut que Karim Wade revienne. Mais aujourd'hui, si on veut rencontrer le PDS et que le PDS dit que c'est Abdoulaye Wade qu'il faut rencontrer, eh bien, c'est ce leader du PDS que nous allons rencontrer. Si les choses sont comme ça, maintenant,
Le reste, je peux comprendre les gens qui utilisent certaines choses, mais j'appartiens à un groupe et que ce groupe-là détermine la conduite à tenir. Si c'était individuellement, que j'aille moi, nuitamment ou bien de manière indépendante, aller voir Abdoulaye Wade et qu'on discute d'autres choses, et de quoi on a parlé? On a parlé du Sénégal, de l'avenir du Sénégal, de comment on peut. Nous sommes dans une stratégie qui, au-delà d'Abdoulaye Wade, vise tous les partis politiques. Parce que l'idée, c'est d'avoir une large, un grand consensus, une large convergence des forces sociales, citoyennes, politiques, économiques autour de cette question de l'électricité. Si on parvient à l'avoir, eh bien, ce sera une bonne chose. Aller chez Abdoulaye, c'est une tentative. Aller chez Sonko, c'est une tentative. Si on le réussit, ce serait quelque chose de magnifique pour le pays. Ça ne fait qu'avancer la démocratie. Ça ne fait que soulager les populations sénégalaises qui en ont marre de cette hausse des prix qui a commencé et qui continue. C'est ça que je veux faire baisser, qu'on veut faire baisser. Il y a aussi, totalement d'accord. Il y a aussi Amadou Gueye, il y a aussi tout un débat sur la démarche d'organisation de la société civile par définition neutre, on va dire, et qui s'imbrique avec des partis politiques, notamment de l'opposition. Oui, en fait, quand même, il faut reconnaître que c'est l'enjeu qui détermine la position et pas l'inverse. Autrement dit, la neutralité consiste justement, pour un sujet transversal concernant tous les Sénégalais, la neutralité consiste à parler avec tous les Sénégalais. Ce qui aurait été incohérent de la part de Nyolank, c'est de parler à un groupe et pas à un autre sur un sujet qui concerne tous les Sénégalais. Donc l'enjeu, c'est l'électricité. Tous les Sénégalais sont concernés. Les corps organisés dans les organisations économiques, les corps représentatifs dans les partis politiques. Vous auriez pu rencontrer la direction de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar, non ? Je vous dis que c'est un sujet qu'on a évoqué. L'opportunité peut-être se posera. Oui, mais voilà, c'est-à-dire, évidemment, on ne va pas voir quelqu'un, comme le dit Fadel, qui nous jette des pierres, mais dans l'absolu, nous avons dit dès le début que nous ne sommes pas dans une dynamique contre l'APR, ni dans une dynamique contre Benno Bokk Yakaar. Cela s'entend. Il est vrai que sur cette question, quand nous nous adressons aux autorités, au pouvoir public et au président Macky Sall, nous ne nous adressons pas au chef de l'APR, nous nous adressons au président de la République comme décisionnaire ultime de la hausse. Donc voilà, ça c'est parfaitement cohérent. Ce qui aurait été incohérent, encore une fois, c'est de choisir de nous en limiter juste à un groupe. Et de ce point de vue, je pense qu'aussi Y'en a marre a eu un symbole tellement fort que peut-être effectivement on a quelquefois tendance à confondre Nyolank et Y'en a marre. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut saluer aussi l'engagement et la constance de Y'en a marre, qui a toujours été présent dans des combats où peut-être qu'effectivement les partis politiques n'étaient pas toujours présents, notamment dans Aly Ngouille Mbok et aujourd'hui dans Nyolank. Donc il ne faut pas leur reprocher, mais peut-être essayer de comprendre leur position. Et comme il l'a dit, c'est la position du collectif Nyolank qui est dans une démarche cohérente pour s'adresser à tous les Sénégalais, parce que, il faut le dire, nous ne voulons pas juste une libération de Guy Marius Sagna pour mettre fin aux choses. Nous avons un objectif clair de faire reculer le gouvernement sur cette question. Et ça, pour le faire, nous sommes conscients que peut-être que nous pouvons aller dans un rapport de force qui nécessite d'avoir le plus d'acteurs avec nous, qui comprennent, qui adhèrent à notre cause. Et ça, pour l'avoir, il faut aller voir ces acteurs, discuter avec eux. Donc, nous sommes aussi dans une démarche de mobilisation logique. Si toutefois le gouvernement veut continuer, peut-être bien que ce ne sera pas juste des jeunes de Nyolank ou des jeunes de l'université ou des boulangers, mais ce sera la plus grande part des Sénégalais qui sera déterminée à faire face. Il y a tellement de sujets d'intérêt national. On va aborder l'agriculture. Vous avez sans doute vu vendredi 31 janvier cette circulaire du ministre de l'Agriculture qui dit suspendre les exportations d'arachides parce qu'on a déjà exporté pour cette campagne arachidière 150 000 tonnes. Donc on bloque tout pour permettre aux huiliers locaux de se ravitailler correctement, sachant que le plus gros huilier, c'est Sonacos, qui a un objectif de 150 000 tonnes, qui n'a collecté qu'environ 11 000, plus les 150 000 tonnes déjà exportées. On parle de capital semencier menacé. Et pourtant, ce gouvernement-là nous avait dit qu'on a un peu plus d'1 million de tonnes d'arachides, 1 million de tonnes, rien que 150 000 tonnes exportées, et on bloque. Y a-t-il pas un mensonge apparent sur ce sujet, Fadel Barro ? Vous savez, quand le 31 décembre,
quand le président de la République, d'ailleurs interrogé, je pense, par vos soins, a dit que oui, l'agriculture, cette année, on a une bonne production d'arachide. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Je pense qu'il ne comprend pas ce qui se passe réellement sur le terrain. Et si c'est son ministre qui le dit, il donne des informations qui ne sont pas constatables sur le terrain. Parce que nous, on est sur le terrain, on sait ce qui se passe. La pluviométrie a été très, très irrégulière. C'est trop d'eau ou trop peu d'eau par moment et de manière pas régulière, qui fait que la qualité d'abord de l'arachide, la qualité des graines, on n'a pas une très bonne qualité des graines cette année, selon les zones. Ensuite, dans certaines zones, même les paysans appellent la graine du chips. Chips, parce que tellement, dès que vous l'écrasez, tu perds tout. Les coquilles vides. Les coquilles vides, voilà. Il y a eu ça. Et ça, aussitôt après la fin de l'agriculture, des récoltes, on l'a constaté. Si vous traînez dans les zones de collecte, là où on trouvait des trentaines de camions qui s'alignent, il n'y en avait pas plus de 2 ou 3. Ça, c'est ce qu'on peut voir de vrai sur le terrain. Allez vers Lindiane, allez vers Sonac, dans toutes les Lindianes, Sonacos du pays, que ce soit à Djourbel, à Kaolack ou à Ziguinchor, vous verrez ça. Peut-être que dans le sud, ils ont plus d'arachide qu'ailleurs. Ensuite, si vous montez vers le nord, plus vous montez vers le nord, plus il n'y a rien. La campagne a été catastrophique. En même temps que l'État était en train d'investir des milliards pour reconstituer le capital semencier, en même temps, il ouvrait les portes pour les Chinois en disant que venez acheter notre arachide. Ils invitent la Turquie maintenant. Maintenant, il y a la Turquie. Vous tuez les huiliers locaux, ça c'est flagrant. Et d'ailleurs, justement, vous avez les maisons de notation là, vont lui dire que vous avez bien travaillé parce que vous avez permis aux Chinois, aux Japonais, aux Turcs de venir acheter votre arachide. Mais on ne sait pas qu'on est en train de tuer l'emploi dans le pays. C'est ça la réalité. Donc, soit le président n'a pas les bons chiffres, soit il y a une exagération des chiffres pour masquer, juste pour faire de la politique qui n'est pas sérieux. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez dans le monde rural, il y a eu plus de ngogne que de guerre. La crédibilité des chiffres officiels qui sont donnés sur notre production nationale, notamment sur l'agriculture. Effectivement, 1 million de tonnes, en tout cas, l'arithmétique ne tient pas. Entre l'autoconsommation des agriculteurs, l'arachide de bouche, les exportations et ce qui est acheté par les huiliers, on ne retrouve pas le million de tonnes que le gouvernement déclare avoir enregistré. Et c'est pas juste sur l'agriculture, sur l'électricité. Excusez-moi de revenir là-dessus. On avait déclaré une capacité qui nous permet de répondre aux besoins des Sénégalais jusqu'en 2023. Et il y a peut-être quelques temps, on a vu qu'on est allé louer un bateau turc pour produire de l'électricité. Ça veut dire que la capacité disponible n'est pas là, ne correspond pas à la réalité. C'est encore vrai en matière de santé. À chaque fois qu'on nous dit que voilà le niveau de couverture maladie et qui ne correspond pas à la réalité. Malheureusement, c'est le monopole de l'État que de donner tous ces chiffres aux officiels. Mais à la réalité les rattrape. Et je pense que dans le cas de l'arachide, c'est ce qui est en train de se passer. La production de 1 million de tonnes, personnellement, mais je n'y crois pas, parce que l'arithmétique ne tient pas. Mais c'est ce qu'ils avaient dit sur l'électricité, ce que dit Amadou, qui ne correspond pas à la réalité. C'est exactement ce qui se passe au niveau de l'agriculture. Va au niveau de la santé, c'est pareil. On parle de couverture médicale universelle. Vous allez dans les hôpitaux, les gens meurent parce que l'hôpital n'a même pas des gants pour traiter des cas d'accident. Vous avez vu la mort du jeune Mohamed Sissé à Kaolack. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé, il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a rien. Il n'y a rien dans les hôpitaux. Je pense qu'il y a un cri de cœur, il y a un coup de gueule à faire, un plaidoyer à faire pour nos hôpitaux. Les hôpitaux publics dans les régions, il n'y a absolument rien. Vous arrivez, si vous ne venez pas avec vos propres gants, il n'y a rien. On ne peut rien faire pour les malades. Moi, je vois des médecins qui assistent les malades, mais impuissants, et de les regarder presque mourir. Certaines maladies, si vous arrivez avec les AVC et autres en région, c'est la mort certaine ou la paralysie. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose pour vous. Je suis désolé. Et là, on nous dira que oui, couverture médicale universelle, alors que le plateau technique et le plus petit matériel, instrument de travail, ils ne l'ont plus. Il y a le problème, la question de la maintenance des machines qu'ils achètent, ou bien qu'ils sont convoyés par les modou-modou. Il n'y a rien. Ce n'est pas sérieux. On ne sent pas qu'il y a quelque chose de sérieux qui se fait. On ne sent pas que cet état est tenu. Et voilà, ce n'est pas que sur l'agriculture. On le voit sur plusieurs secteurs. Mais pour faire le lien d'ailleurs avec le MAEP, vous avez parfaitement raison de dire que si on veut évaluer
disons, un pays, il faut aller faire des audits indépendants dans ces domaines. Plutôt que de se limiter aux dispositions dans les textes, aujourd'hui, parce que le MAEP peut-être prendrait le fait qu'il y a que le gouvernement a retenu cette politique d'assurance maladie pour dire que voilà, le Sénégal a avancé. Or, vous l'avez bien dit, il faut aller voir dans les structures de santé la réalité du service de santé pour faire une notation qui soit significative, parce que c'est celle qui touche la vie de tous les Sénégalais. Et je pense que tant qu'on ne fera pas ça, tant qu'on n'aura pas des audits indépendants, on aura un discours qui ne correspond pas à la réalité qu'on vit, et ce sera toujours un déphasage entre ce que les Sénégalais vivent et ce que le gouvernement en fait donne comme impression de développement, qui est une impression qu'en tout cas les Sénégalais savent qu'elle est fausse. On va terminer par le Cleaning Day, le Bossou Setal, institué par le gouvernement le premier samedi de chaque mois. On a remarqué hier samedi qu'il n'y a pas encore cette adhésion populaire pour nettoyer les rues. Ça, peut-être le gouvernement aura besoin d'oignons blancs, non, Fadel Barro? Vous savez, quand Y'en a marre lancé le nouveau type de Sénégalais, on a beaucoup fait. Le gouvernement n'a absolument rien fait pour encourager les dynamiques qu'il y a eu depuis 2011-2012. Et parce qu'il y avait des dynamiques citoyennes qui étaient là. Quand, à la fin des manifestations, les jeunes nettoyaient et que le président de la République lui-même, ses derniers meetings, je me souviens, en 2012, ses militants nettoyaient les lieux et les places parce qu'il voulait s'assembler à cette jeunesse. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a oublié cette jeunesse-là, il a fait ce qu'il veut. Maintenant, vous ne pouvez pas... Le Cleaning Day est une cause nationale, vous devez adhérer, non? Babacar, c'est toujours les mêmes problèmes. C'est qu'on met les charrues avant les bœufs. Est-ce qu'on a pensé notre système de collecte d'ordures? On va encore tout remettre à Mbebes, qui est devenu une bombe écologique, dont d'ailleurs les Mbebessois n'en veulent plus. Ils ont assuré qu'ils vont améliorer Mbebes avec de nouvelles dispositions techniques qui permettent... On ne peut pas améliorer Mbebes, il faut repenser Mbebes. Et repenser Mbebes, c'est le repenser à partir même de nous-mêmes, comment notre comportement avec les ordures. Vous savez, il y a tellement de sable dans notre ordure qu'il est difficile à traiter. Aujourd'hui, l'ordure peut devenir de l'énergie. Mais on ne peut pas le faire dans les conditions que nous le faisons aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire des cleaning day si ce sont des meetings politiques. Allez dans les lieux de cleaning day. C'est chaque responsable de l'APR qui en fait un instrument pour faire sa petite mobilisation où les gens font semblant. Alors que c'est l'assainissement, c'est un comportement de tous les jours, c'est un vécu dans l'acte de la pensée. Mais ça, on y est à des années-lumière de cela. Et ce n'est pas de la politique qui va le faire, même s'il faut utiliser la politique. On ne voit pas cette vraie volonté. On n'attend pas presque à la fin de son mandat. Mais Babacar, je ne sais pas si l'émission est finie, mais quand même, permettez-moi de revenir un peu sur Amadou Gueye, de remercier les Sénégalais qui continuent de se mobiliser. Ce qui s'est passé le vendredi dernier sur l'axe Universitaire Anta Diop, avec la place symbolique et mythique pour ceux qui savent ce que ça représente, le rond-point de Poste Médina. L'autre jour, il y avait de quoi retenir, et c'est historique, et c'est symbolique. C'est symbolique dans la mesure où c'était le jour de Balla Gaye, c'était le jour de Mamadou Diop. Les Sénégalais ont montré qu'ils ne l'ont pas oublié. Et les rangs continuent à grossir, nos rangs continuent à grossir, et j'encourage les Sénégalais à venir davantage. 10 secondes, Amadou. En 10 secondes, je ne cracherai pas sur le Cleaning Day. Je suis attentif à ce que le gouvernement fait. Je m'attends à ce que le président de la République, et même les membres de l'APR, pendant 12 mois, à chaque dimanche, qu'ils sortent nettoyer. Au bout de 12 mois, j'en viendrai à croire qu'il y a une intention sincère. Donc qu'ils y aillent, et nous allons voir si au moins ils peuvent aussi s'engager à faire quelque chose d'utile et qui ne soit pas de l'ordre financier. Merci. Voilà, donc je les encourage. Merci. Le collectif Nyolank, invité du grand jury ce dimanche, avec Amadou Gueye, président de l'UNIS, l'Union nationale des indépendants du Sénégal, et Fadel Barro, ancien coordinateur et toujours membre de Y'en a marre. Merci à Justine qui était à la